Après avoir reçu de nombreuses critiques sur ma première vidéo, où je présentais l'arnaque des tests de dépistage de la maladie de Lyme, j'ai décidé d'ajouter la partie que j'avais initialement supprimée, croyant que cela évitera aux spectateurs de se perdre dans les nombreux détails. Saviez-vous que la bactérie Borrelia, de toute espèce confondue, et dont on amplifie sans cesse sa nocivité, est en réalité une bactérie non cultivable? Ou presque non cultivable. Vous vous demandez sûrement ce que cela signifie qu'une bactérie soit non cultivable. Regardez cette vidéo et vous allez comprendre. Les bactéries ne sont visibles à l'œil nu que lorsqu'elles forment des colonies. Une colonie bactérienne contient environ 1 milliard de bactéries. Cependant, il est possible de les prélever dans des endroits bien définis, pour les mettre en culture, dans des milieux conçus au préalable, afin de les isoler pour faire une étude microbiologique, ou pour identifier une bactérie pathogène. Les bactéries peuvent être mises en culture dans des milieux solides, des milieux liquides, ou dans des milieux semi-fluides. Les milieux de culture servent de support pour la croissance de micro-organismes, en leur apportant les éléments essentiels à leur bon développement. Jusqu'à présent, la plupart des laboratoires spécialisés dans l'étude de la bactérie Borrelia n'ont pas réussi à la cultiver. Lorsqu'ils mettent la Borrelia dans des milieux de culture pour qu'elle se développe et forme des colonies, au lieu de cela, elle meurt. Parmi ces méthodes de culture, certaines peuvent être réalisées chez vous, à domicile. Comment faire pour cultiver ses propres bactéries? C'est la manip du jour. Vous commencez par prendre un bouillon cube que vous mettez dans l'eau chaude. Hop, un petit peu d'agar-agar, c'est un gélifiant. Vous mettez ensuite un peu de ce mélange dans les boîtes de pétri. Ça, c'est un terrain super fertile pour que les bactéries puissent croître et se multiplier dans la joie et l'allégresse. Et c'est là que ça devient crado. Maintenant, avec des cotons-tiges, je vais prélever mes bactéries. Dans mon nez, dans ma bouche, dans mes oreilles. Je dépose mes bactéries dans le milieu de culture. Là, elles sont minuscules, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Vous ne le croyez pas? On va laisser passer un peu de temps. Et voilà ce qui vit dans mon nez. Ça, c'est dans ma bouche. Ça, c'est dans mes oreilles. Et pour terminer, des bactéries que j'ai prélevées, je vous dis pas où. Et parmi les nombreuses méthodes de la culture des bactéries, et qui ont échoué avec la Borrelia et l'hémoculture. C'est quoi une hémoculture? C'est une méthode qui consiste à cultiver une bactérie en utilisant le sang comme milieu de culture. Pour obtenir des colonies isolées, le bouillon d'hémoculture est repiqué sur des milieux de culture généraux et sélectifs. Les milieux généraux permettent à la plupart des bactéries de se développer, par exemple la gélose au sang de mouton et la gélose au chocolat. La gélose au sang contient du sang de mouton, alors que la gélose au chocolat contient du sang de mouton chauffé et donc hémolysé. Ils extraient la Borrelia de la tique. Et lorsqu'ils la placent dans une gélose constituée de sang animal pour qu'elle se développe et forme des colonies. Au lieu de cela, la Borrelia finit par mourir. Ils font cuire le sang pour éliminer tous les micro-organismes susceptibles de perturber ou d'arrêter le développement des bactéries qu'ils veulent cultiver. Et même avec cette méthode, ils ont échoué à cultiver la Borrelia. En réalité, la Borrelia ne peut pas vivre ni dans le sang humain, ni dans celui des animaux, ni dans aucun autre milieu de culture préparé en laboratoire. La vérité qu'ils ne veulent pas qu'on la sache, est que la Borrelia ne peut pas survivre en dehors des intestins de la tique. Ce qui est le plus absurde, c'est qu'ils prescrivent des antibiotiques contre la fameuse Borrelia, sans même réussir à la cultiver. Regardons un exemple. Voici comment ils trouvent un antibiotique efficace contre une bactérie cultivable qui est l'Escherichia coli. Bon, nous voilà face à une hémoculture. Il s'agit d'un prélèvement sanguin, que l'on met en culture dans ces fioles qui contiennent un bouillon nutritif. En temps normal, ton sang est stérile, il ne contient pas de bactéries. Mais lors d'une infection, des germes peuvent se retrouver dans la circulation sanguine. On parle alors de bactériémie. Sans traitement, la situation peut vite se dégrader et peut même entraîner la mort. Cette alarme qui vient de s'allumer signifie qu'un flacon est positif. Il faut vite le sortir de l'automate pour en étudier le contenu. Pour ça, Florian, qui est technicien, va faire différentes observations au microscope. Il place d'abord une goutte de sang entre une lame et une lamelle.
Avec ce simple examen, on peut voir les bactéries s'agiter entre les globules rouges. Florian dépose maintenant des gouttes de prélèvement sur des milieux de culture pour isoler la bactérie et ainsi mieux l'étudier. Au labo, on appelle ça des géloses chocolat, mais je te déconseille vraiment d'en manger un morceau. En réalité, elle renferme du sang cuit, un milieu très nutritif particulièrement apprécié des bactéries. Après avoir passé 24 heures au chaud, les bactéries se sont développées et ont formé des colonies. Leur aspect un peu muqueux et le test à l'oxydase qui se révèle négatif nous oriente vers un germe de la grande famille des entérobactéries. Résultat ici, Escherichia coli. C'est une des bactéries les plus rencontrées en médecine humaine. Maintenant qu'on a mis un nom sur le coupable, il s'agit de savoir quel antibiotique utiliser. Pour ce faire, on a réalisé ce qu'on appelle un antibiogramme. Le principe, on dépose la bactérie sur un milieu de culture et on dispose des pastilles imprégnées d'antibiotiques qui vont diffuser dans la gélose. Et lorsque la bactérie est sensible, on observe des cercles d'inhibition de sa croissance autour des pastilles. La plupart du temps, Escherichia coli est une bactérie plutôt sensible. Elle se trouve à l'état sauvage, ça veut dire qu'elle n'a pas acquis de mécanisme de résistance. Mais ici, comme tu peux le voir, notre colis est résistant à 3 antibiotiques de la famille des pénicillines. Dans le début de la vidéo, on a affirmé que la Borrelia est presque non cultivable. Pourquoi? En réalité, il existe une seule méthode qui a permis de cultiver la Borrelia burgdorferi, ça s'appelle la méthode de milieu de culture Barbour-Stoner-Kelly, BSK. En 1982, William Burgdorfer et ses collègues ont utilisé ce milieu pour réussir à cultiver Borrelia burgdorferi pour la première fois. Cependant, cette méthode n'est pas couramment utilisée pour le dépistage clinique de la maladie de Lyme, pour plusieurs raisons. Premièrement, complexité et coût. La méthode BSK nécessite des conditions de culture spécifiques et des milieux enrichis de nutriments essentiels pour la survie de la Borrelia. Ces conditions sont complexes à préparer et coûteuses à maintenir, ce qui les rend inaccessibles à la plupart des laboratoires. Deuxièmement, le temps de la culture. La culture de la Borrelia peut prendre plusieurs semaines, ce qui est un délai trop long pour les tests de diagnostic clinique. Et devinez quoi? Même avec cette méthode de dépistage de BSK, le résultat de dépistage est souvent négatif. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas de Borrelia dans le sang des patients atteints de la maladie de Lyme, même à des stades tardifs de la maladie. Pourquoi? La médecine officielle a déjà trouvé une explication à cela. J'ai évoqué cette explication, aussi absurde soit-elle, dans ma première vidéo sur la maladie de Lyme, à la 14e minute et 40e seconde. La médecine officielle se contredit. Elle nous décrit la Borrelia comme une bactérie invincible, résistante à tous les types d'antibiotiques, et plus puissante que toutes nos défenses immunitaires. Cependant, une fois étudiée en laboratoire, cette même Borrelia se montre extrêmement fragile, et incapable de survivre dans presque aucun milieu de culture préparé. La psychose mondiale autour de la tique est alimentée par l'industrie pharmaceutique, dans un but précis que nous avons évoqué dans la vidéo précédente, à la 21e minute et 27e seconde. Pour mieux comprendre cette deuxième partie, je vous recommande de visionner la vidéo précédente. Voici mon livre « Guérir de la sclérose en plaques et des maladies chroniques ». Dans ce livre je présente mon processus de guérison de la sclérose en plaques.